Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Au menu de l'actualité ce soir, la série noire sur nos routes se poursuit à Darou-Minamsar. Une fillette de 6 ans mortellement fauchée par un camion fou. Cela crée la colère chez les habitants de cette localité. Ils ont protesté aujourd'hui contre la recrudescence de ces accidents mortels sur cet axe et exigé la construction de ralentisseurs. À suivre la correspondance de Gorandaklo dans ce journal. Prix du transport, l'augmentation des coûts est inévitable si l'on en croit certains acteurs qui expliqueraient cette hausse par les récentes mesures visant à renforcer la sécurité routière. La délocalisation des visites techniques vers les régions est aussi un plaidoyer des acteurs du secteur du transport. Reportage à suivre tout à l'heure. Désencombrement des lieux de privation des libertés, la surveillance électronique désormais une réalité au Sénégal. 2 détenus sont hors de prison avec des bracelets électroniques, mesure saluée par les organisations de défense des droits de l'homme. À suivre le plaidoyer du secrétaire général de la RADDHO, Sadikh Niasse, dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. L'augmentation des coûts du transport est inévitable après l'interdiction des porte-bagages et sièges supplémentaires. Selon certains acteurs des bus horaires de la Patte d'Oie, les clients, par contre, n'ont pas de crainte. Pour eux, tout dépendra des chauffeurs de ces bus. Mamadou Dia et Sidignan y ont fait un tour. Reportage. L'interdiction des sièges supplémentaires et porte-bagages dans les transports publics a de fortes chances d'avoir des répercussions sur les coûts du transport, selon Kabou. En supervision d'un bus sur le départ, le chef du garage des véhicules dits horaires de la Patte d'Oie n'y va pas par 4 chemins. Ça risque de se répercuter sur le transport parce que, bon, avec les demandes aussi de la descente des porte-bagages, ça fait des problèmes. Mais ça, il n'y a pas de doute. On n'en doute même pas. Parce que même quand avec le descente des porte-bagages, le camion a été augmenté. Donc les passes, le pass devait être augmenté d'ailleurs. André Diatta, client, ressortissant de Cap Skirring, dans le sud du pays. Ce vendredi matin, il se présente à la gare de la Patte d'Oie, mais pas pour voyager. On est juste pour envoyer cette lettre au Cap Skirring. Ce passager ne craint pas l'augmentation du prix du convoyage. Tout dépend des acteurs, d'après lui. Non, sur le coût de transport, ça dépend des chauffeurs et leurs apprentis, n'est-ce pas? Donc, poser entre eux pour pouvoir avoir leur prix normal envers les clients-là. Par exemple, des fois, tu entends 12 000, 10 000 ou bien 7 000. Alors là, on peut baisser ce prix-là. Les sièges supplémentaires et porte-bagages vont disparaître des véhicules de transport en commun, conformément à la nouvelle mesure de l'État. Une mesure qui vise à freiner les accidents de la circulation, mais qui risque d'impacter le prix du voyage. Et pendant ce temps, à Ourossogui, c'est au nord du Sénégal, les mesures contre les accidents de la route ne sont pas totalement appliquées par les acteurs des transports en commun. Ces acteurs ont d'ailleurs profité de cette occasion pour interpeller l'État sur la délocalisation des visites techniques vers les régions au lieu de tout concentrer à Dakar, la capitale. Le reportage est signé Amadou Mardiallo. Les nouvelles mesures contre les accidents de la route ne sont pas appliquées dans la 11e région. À la gare routière de Ourossogui, les acteurs du transport en commun n'ont toujours pas reçu un arrêté qui stipule l'entrée en vigueur des décisions. On a entendu que l'État a pris des mesures, mais jusqu'à présent, on n'a pas reçu une note qui le justifie et nous avons des syndicats qui nous défendent. Certains conducteurs pensent que certaines décisions ont été prises à la va-vite et interpellent l'État pour qu'il délocalise les visites techniques dans les régions au lieu de les concentrer à Dakar. L'État devrait discuter avec les acteurs des transports en commun avant de prendre des décisions. Il y a des acteurs et des syndicats du transport. Les autorités doivent appeler ces gens
et discuter avec eux. Le Sénégal compte 14 régions. Les visites techniques ne peuvent pas se concentrer seulement à Dakar. L'État doit les délocaliser dans les régions. À la gare routière de Ourossogui, les acteurs des transports en commun ne sont pas encore conformés aux normes définies par les autorités. Et je vous l'annonçais dans les titres, cet accident à Darou-Minamsar, une localité de Taïf, une petite fille de 6 ans mortellement fauchée par un camion fou, une victime de trop, selon les habitants de cette localité qui ont manifesté leur colère contre la recrudescence des accidents sur cet axe très fréquenté par des camions. Les habitants exigent la construction de ralentisseurs sur cette route. La correspondance de Gorandaklo à Touba. Un mort, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit à Darou-Minamsar, village polaire situé dans la commune de Taïf, d'où la colère des habitants de cette localité qui sont montés au créneau et ont barré la route pour dénoncer les cas d'accidents récurrents dans cette zone. Nous avons malheureusement assisté aujourd'hui à la mort d'une jeune fille. Un camion fou a terminé sa course sur lui et c'est pour cette raison que nous nous sommes levés pour manifester notre colère car nous pouvons dire qu'elle est la 6e victime sans compter les animaux domestiques qui sont souvent fauchés sur cette route. Ainsi, le chef du village de Darou-Minamsar alerte et met en garde les autorités administratives. Depuis un bon moment, nous réclamons des ralentisseurs sur cet axe, mais malheureusement, rien n'a été fait. Nous avons beaucoup perdu sur cette route et d'ici peu, si la route ne réagit pas, nous allons ériger des ralentisseurs. À cet effet, le maire de la commune de Taïf apaise mais sollicite également la mise en place des ralentisseurs sur cet axe. Les autres sont au courant, les accidents sont fréquents, soit l'État le fait, soit aussi les populations vont le faire à leur place. Et je pense que les populations ne savent pas les normes également pour considérer le danger, mais si rien n'est fait également, on ne peut pas continuer à assister à des accidents d'humains, à des animaux domestiques. Ça également, ça doit arrêter. Cette route-là est fréquentée surtout par des poids lourds qui transportent de la voiture et qui sont conduits par des jeunes qui ne sont pas conscients, puisque la fillette n'était même pas sur la route, elle était au bord, sur les bords de la route. Très remonté contre les cas d'accidents fréquents à Darou-Minamsar, les habitants de cette localité élèvent la voix après la mort accidentelle d'une fillette de 6 ans. L'actualité, c'est aussi cet effondrement qui a eu lieu ce vendredi à l'heure de la prière à Grand-Yoff, à côté du monument à l'origine de cette tragédie, des travaux de réfectionnement, bilan, un blessé grave et des dégâts matériels. Les occupants de l'immeuble en question sont toujours en panique. C'est un reportage de Khadija Ndadjouf. Non loin du monument de Grand-Yoff, un immeuble à 3 étages s'est effondré. Des travaux de réhabilitation en seraient à l'origine. Il y avait des travaux de réfection dans l'immeuble, avec les coups de marteau et autres. L'immeuble n'a sûrement pas supporté toute cette charge. Il affirme avoir beaucoup perdu. Nous avons beaucoup perdu. Nous ne pouvons même pas estimer les pertes. Un effondrement qui est survenu à l'heure de la prière du vendredi. Bilan, un blessé, un sourd muet du nom de Ousseynou. Il y avait quelqu'un à l'intérieur. Il s'appelle Ousseynou. Ce sont ces cris que les gens ont entendus et nous sommes tous allés à son secours.
Il a été sauvé par ces soudeurs métalliques qui ont défoncé la porte de la pièce dans laquelle il se trouvait au moment des faits. Nous avons pu sauver quelqu'un. C'est un sourd-muet. Nous avons défoncé la porte et quand nous sommes entrés, il y avait une partie du corps qui était sous les décombres. Avec l'aide des autres, nous avons réussi à le sortir de là. Pour les habitants de ce quartier, la vétusté de ces immeubles fait aussi partie des raisons de cet effondrement qui laisse les habitants de l'immeuble dans le désarroi. Reparlons du secteur du transport, cette fois-ci en parlant de la hausse du prix du carburant à Liberté 6. Les chauffeurs des taxis clando voient leur chiffre d'affaires en baisse suite à l'augmentation des 100 francs sur le litre du carburant. Ces derniers se disent contraints d'augmenter le prix du transport de 50 francs à 100 francs CFA, hausse que dénonce la clientèle. C'est un reportage signé Aliou Sow et Barasso. Dans cette cacophonie, passagers et rabatteurs se cherchent. À Liberté 6, les conducteurs de taxi clando ont augmenté le tarif du transport pour cause le litre de gasoil a augmenté de 100 francs CFA. Entre Liberté 6 et la RTS, le prix du transport était fixé à 400 francs. Maintenant, c'est 500 francs CFA parce que le prix du carburant a augmenté. Auparavant, juste avec 10 000 francs CFA, on pouvait travailler toute la journée. Maintenant, il nous faut minimum 15 000 francs. Donc, si nous n'augmentons pas les prix du transport, ça ne va pas nous arranger. Parce que Une augmentation qui impacte négativement leur gagne-pain. La clientèle se fait rare, la dépense augmente, d'où une baisse de leur chiffre d'affaires. Nous avons déjà augmenté le prix du transport, mais le souci est que nous perdons beaucoup de clients. Avec aussi l'augmentation du litre de gasoil, nous sommes obligés de mettre au minimum 15 000 francs CFA de carburant. Une augmentation abusive d'après Aïssatou Niane, une cliente qui dénonce la démarche des chauffeurs. Vous avez vu, ils nous ont taxé 500 francs. C'est vraiment difficile pour nous. Quand il y a augmentation des prix du carburant, les chauffeurs augmentent les tarifs et quand ça diminue, ils laissent comme ça. Avec juste une augmentation de 100 francs, les chauffeurs haussent les prix. 100 francs CFA, c'est le montant augmenté sur le litre de l'essence et du gasoil. Les chauffeurs de taxi clando, contraints d'augmenter le prix du transport, voient leur chiffre d'affaires baisser. La clientèle ivre de colère dénonce. Et sur la hausse du coût de l'électricité, contrairement à ce que l'on pourrait croire, nos appareils domestiques continuent de consommer de l'électricité, même quand on appuie sur la touche arrêt. La facture de l'électricité reste élevée pour beaucoup qui ignoraient cela. Le reportage est signé Yaï Awagnan et Séléman Diallo pour plus de précisions. Pour faire des économies d'énergie, les consommateurs ont tendance à mettre les appareils multimédia ou électroménagers en veille. Mauvaise idée. C'est ce que l'on appelle la consommation cachée ou consommation fantôme. Ça augmente la facture de l'électricité parce qu'il y a toujours en fait certaines consommations latentes qui restent dans ces appareils. Consomment le plus, ce sont les ordinateurs fixes avec écran. Ça peut coûter, même si on est au tarif social de la Sénélec, ça peut coûter plus de 20 000 francs CFA par année. Quand même assez considérable. Après, il y a d'autres appareils comme les box d'Internet qui vont vous coûter peut-être entre 7 francs et 8 francs par année. Les consoles de jeux, les ordinateurs portables qui vont coûter dans les 3 000, 4 000. Cette consommation cachée fait perdre de l'argent au même titre qu'une mauvaise installation électrique. La plus grande perte d'énergie aujourd'hui, quand on regarde les ménages sénégalais, les industriels, proviennent du sous-dimensionnement des câbles. Donc on peut penser, par exemple, l'électricien du quartier vient vous proposer une installation qui est moins chère. Vous pensez que vous avez économisé de l'argent. En fait, ce que vous ne vous rendez pas compte que ce que vous avez économisé sur les câbles, vous allez payer 3 fois, 4 fois, 5 fois plus sur la consommation. Et à la question comment réduire cette consommation cachée, il répond. Bien éteindre ces appareils. Si la nuit, on n'en a pas besoin, on ne l'utilise pas. Vraiment, le débrancher.
ça ne coûte pas très cher. Appuyer sur le bouton rouge des appareils ne suffit pas à les éteindre complètement. Pour faire de l'économie d'énergie et ne plus avoir à payer une facture d'électricité, il vous suffit juste de faire un simple geste, celui de débrancher tout appareil dont vous ne vous servez pas. Enseignement supérieur, les étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal de Guédiawaye sont sortis aujourd'hui pour réclamer une sélection pour les masters. Ces étudiants de l'UVS fustigent également cette sélection au niveau des masters et sollicitent l'appui des autorités pour s'y inscrire. Elhadj Oumar Ndiaye est le porte-parole du jour. Il est au micro de Boudan Diadj. Depuis 2018, on est arrivé à l'Université virtuelle du Sénégal. Et on a rempli tous les critères qu'il faut pour être sélectionné. Maintenant, en 2018, il y avait l'un de nos camarades, les unes les autres, ils ont abandonné. Mais nous, on y croyait. Il y a des étudiants qui sont là, derrière moi. Ils ont des moyens de 12, de 13. Et ils n'ont pas encore été sélectionnés. Alors qu'ils ont rempli tous les critères qu'il faut pour qu'on puisse être sélectionné. C'est ça que nous réclamons. Et ça c'est impardonnable. Quand on nous dit quota, c'est quoi quota? Quota n'a pas sa place ici. On a admis avec la manière, on a rappelé tous les critères. Quota n'a pas sa place. Si on était dans un concours, dans ce cas-là, l'État veut dire que donc j'ai besoin de tant de personnes. Mais ici, parce qu'on a admis avec la manière, avec la moyenne qu'il faut pour qu'on puisse être sélectionné. Plus de 1000 étudiants sont en attente. Quand tu réclames, ils vont te dire attendez, désistement. C'est quoi désistement? Il faut attendre les autres étudiants. Ça, c'est abandon. C'est abandon total. Jusqu'à présent, même les critères ne sont pas... on n'a pas reçu jusqu'à présent les critères. Les critères, sur quels critères on vous a sélectionné? Et puis, l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en 10 ans d'existence, a procédé à l'évaluation de plusieurs universités publiques et 190 établissements privés. Hormis cela, 620 programmes sont aussi évalués dans le public et le privé. C'est ce qui ressort de la visite du secrétaire exécutif de l'ANATSUB à Kaolack. Le compte-rendu d'Adamassar. En 10 ans d'existence, l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ANATSUB a évalué plusieurs universités publiques et privées. Selon son secrétaire exécutif, hormis les universités publiques, 190 établissements privés sont évalués. C'est-à-dire l'UCAD a soumis sa demande d'évaluation institutionnelle. L'UIDT, l'Université Iba Der Thiam de Thiès l'a fait, l'université Assane Seck l'a fait, l'université Alioune Diop l'a fait, elle a été la première université à avoir l'habilitation institutionnelle. L'UGB l'a fait, l'UVS l'a fait. Cela veut dire que nous avons dépassé le cap où on s'est interrogé sur l'intérêt des évaluations, mais aussi les établissements ont respecté la disposition réglementaire au Sénégal qui est que tout établissement doit venir. Ça fait 10 établissements. Maintenant, quand on regarde le privé, nous en sommes actuellement à 190 établissements du privé évalués sur environ 350. Ça veut dire plus de la moitié aussi est venu se faire évaluer à l'ANATSUB. L'ANATSUB évalue également les programmes. C'est-à-dire ce qui permet de donner des diplômes. Ça, c'est extrêmement important. Nous en sommes à 620 programmes évalués dans le public et le privé, dont environ 290 viennent des établissements publics. Ça aussi, ça montre que les universités sont dans les procédures d'évaluation de leurs programmes. Le reste, 300 et quelques, vient des établissements privés. Étant une université jeune, l'Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass s'est lancée dans la formation à l'entrepreneuriat. Certes, nous sommes dans une formation professionnalisante, mais par rapport à ce que vous entendez, nos étudiants font de la pratique. Nous travaillons avec les infrastructures existantes et en plus de cela, nous les formons également à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est au cœur de notre pédagogie au sein de l'Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass. Et l'Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass a créé un incubateur qu'on appelle Dekkal Yakar et qui suit les étudiants depuis l'idéation jusqu'à la maturation de leur projet. Et on a lancé la première édition du prix de l'innovation au sein de l'Université du Sine Saloum Elhadji Ibrahima Niass. Le secrétaire exécutif de l'ANATSUB était à Kaolack sur invitation du recteur de l'Université du Sine Saloum
El Hadji Ibrahima Niass. Et je vous le disais tantôt, le Sénégal a l'ère de la surveillance électronique. 2 détenus sont hors de prison mais portent des bracelets électroniques, une mesure prise par le gouvernement pour oxygéner les prisons. Les associations de défense des droits humains applaudissent, mais tout doit se passer dans les règles de l'art. Le plaidoyer de Sadir Niass, il est le secrétaire général de la RADDHO, joint par Amadou Bari. On a toujours quand même demandé à ce qu'il y ait l'application des peines alternatives pour arriver à un désengorgement des prisons et aussi à pouvoir garantir un peu le droit à la liberté, le contrôle judiciaire, le contrôle électronique des détentions. Je pense que ça, nous, c'était une bonne chose. Nous saluons, mais il faut rester vigilant par rapport à l'application. La vigilance sera faite à travers l'action de contrôle citoyen, mais également l'action de contrôle des organisations de la société civile pour voir si est-ce que la mesure est appliquée de manière équitable, équilibrée, égale, sans difficulté, sans aucune discrimination, que cela ne serve pas à autre chose que le but qui a été recherché. C'est voir si les personnes éligibles, ce sont ces personnes qui bénéficient du port de bracelet et que ce choix-là soit fait de manière transparente et équilibrée. Pour le moment, on n'a pas encore senti beaucoup de difficultés parce que c'est le début. Maintenant, si cela va s'appliquer sur un grand nombre de personnes détenues, voir est-ce que le choix de ces personnes est un choix transparent et basé sur vraiment les mérites. Parlons hygiène alimentaire à présent. Au Fouladou, la brigade nationale, régionale plutôt, des services de l'hygiène à Kolda a multiplié les services de contrôle dans les commerces. Une importante quantité de boissons énergisantes a d'ailleurs été saisie lors de leur dernière opération dans cette région Carrefour, où certains commerçants véreux changent parfois la date de péremption sur des produits pour les maintenir dans la circulation. C'est un compte-rendu de Seydou Diata. Chaque jour, les soldats de l'hygiène équiment la ville à la traque des produits prohibés ou périmés, jusque dans les retranchements insoupçonnés. Nous sommes dans le quartier populaire au nord de la commune de Kolda. L'adjudant Paté Baldé et ses hommes procèdent au retrait du circuit de distribution d'une importante quantité de produits impropres à la consommation. Nos éléments ont eu à appréhender ce matin des produits périmés. Donc, présentement, nous sommes en train d'enlever les produits saisis dans une boutique pour juste essayer d'amener les produits au niveau de la brigade. Cette descente dans les commerces entre dans le cadre du traditionnel contrôle de routine. Et tout semble indiquer que la moisson a été aujourd'hui plus bonne que d'habitude. Il s'agit de produits Max Énergie, c'est de la boisson énergétique, d'une quantité de 986 paquets, dont le coût total est estimé à 1 992 000 francs. Nos éléments ont procédé à la saisie de ce produit prohibé, interdit à la vente. Mais ce n'est qu'une bataille remportée et non la guerre contre la prolifération des produits impropres à la consommation dans cette région Carrefour est frontalière à 3 pays de la sous-région. Promouvoir la culture de la dénonciation apparaît comme l'ultime bouée de sauvetage. Collaborer avec les différentes sous-brigades d'hygiène. Si toutefois vous entrez dans une boutique, vous achetez un produit dont la date de péremption est dépassée, allez à la sous-brigade d'hygiène la plus proche. C'est ce message que nous lançons aux populations. Ces opérations du genre vont se poursuivre en ligne de mire les marchés hebdomadaires, parfois infestés de ces produits jugés dangereux pour la santé. En politique, socialiste unis pour la reconquête du pouvoir en vue de la restauration de l'idéal socio-démocratique et des équilibres au Sénégal. Ce parti qui se revendique du défunt Ousmane Tanor Dieng a investi son candidat pour la présidentielle de 2024. Il s'agit de l'ancien secrétaire général du mouvement des élèves étudiants socialistes Mor Faye. La cérémonie de déclaration de candidature s'est tenue à Thiès. La correspondance d'Isidore Alexandersen.
L'heure a sonné pour un retour des socialistes au pouvoir. Après plus de 20 ans, les inconditionnels de feu Ousmane Tanor Dieng comptent remobiliser les bases et se lancer à la course en 2024 avec comme outil surprise socialistes unis pour la reconquête du pouvoir. Nous, membres initiateurs de ce mouvement, sommes tous des socialistes. Les initiateurs sont tous des socialistes. Nous nous réclamons héritiers politiques du regretté Ousmane Tanor Dieng, pour qui nous demandons à chacun de formuler des prières. Et j'espère que vous le ferez, ne serait-ce vraiment pour tout ce qu'il a fait pour le Sénégal. Les valeurs que nous avons héritées de lui dictent notre démarche. Ayant fréquenté l'homme pendant plus de 20 ans, nous sommes bien outillés pour continuer son combat pour la reconquête du pouvoir. Composé de cadres authentiques du Parti socialiste au Sénégal et dans la diaspora, Mor Faye et ses camarades ont en bandoulière l'idéal socio-démocratique. Le projet consiste à regrouper toutes les compétences du pays autour d'un projet de développement. Bien que notre programme soit axé sur l'humain à travers les valeurs que partagent les socialistes, le Sénégal que nous voulons ne peut être développé en tenant compte exclusivement des appartenances politiques. La satisfaction des besoins des Sénégalais n'est l'apanage d'aucune personne, ni du fait de son appartenance politique, religieuse, ethnique ou toute autre appartenance. Il ambitionne de fédérer toutes les forces vives en vue de la reconquête du pouvoir en 2024. Toutes choses étant égales par ailleurs, nous lançons un appel à tous ceux-là que nous avons accompagnés alors que nous étions jeunes au premier jour de l'alternance. Je vous nomme Khalifa Sall, Tal Sall, Aminata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam, professeur Gorgui Ciss et même les députés Cheikh Seck et Abdoulaye Wilane. Nous les appelons à nous rejoindre. La cérémonie de déclaration de candidature de Mor Faye a vu la participation de centaines de socialistes venus de Thiès, Dakar et des autres régions du Sénégal. Et voilà, mesdames, messieurs, qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ITV.